La prolongation, la dernière partie de cette émission. Nous y allons donc avec l'équipe mobilisée au grand complet pour donc boucler ce numéro des Grandes Gueules. Nous allons à Siguiri cette fois. Et là-bas, il faut le dire très très clairement, il y a ce drame, une attaque à main armée justement, qui a fait au moins un mort, un policier abattu, mais très atrocement. Donc on revient sur cette actualité-là. Jacques Léoa Leno avec vous. Voilà, on a vu des images quand même très incroyables, insoutenables de ce policier qui finalement va payer pour avoir tenté de secourir des gens qui étaient victimes de vol en plein jour quand même. Je crois que c'est une boutique d'or qui va être attaquée par des assaillants sur place. Ce qu'on nous donne comme information, c'est que les deux parmi les assaillants ont été arrêtés, ce qui peut-être permettra de remonter les informations pour comprendre qui était derrière cette attaque et puis s'il y a des implications. Ce qui est sûr, dans une zone minière comme celle-là, il y a souvent des velléités de cette nature. Mais encore une fois, je crois moi, il y a longtemps que je n'ai pas appris ce type d'attaque aussi en plein jour comme ça dans la commune urbaine. Justement, je pense que c'est la touche de nouveauté qu'il y a à l'intérieur. On se permet en pleine journée d'aller attaquer. Oui, c'est parce que certainement ceux qui se livrent à cela se disent qu'il n'y a aucune crainte. Il n'y a pas de dispositif sécuritaire assez capable pour résister. Ce sont des gens qui détiennent des armes. Souvent, les zones minières sont quand même connues pour abriter, n'est-ce pas, de l'insécurité, en tout cas pour abriter des bandits. Comme je le disais, dans des zones d'exploitation proprement dites, on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait ce type de Est-ce que ce n'est pas une insécurité à importer de ce côté, eu égard à la lisière, enfin à la frontière, la proximité avec le Mali. Bon, on peut avoir des doutes, mais on sait que la question sécuritaire au Mali c'est beaucoup plus vers le nord et le centre, et que nous sommes au sud du Mali. On peut supposer qu'il n'y a pas cette possibilité-là que nous soyons impactés directement par ce type de phénomène. Et puisque ça, ce n'est pas aussi si vous voulez, le modus operandi des terroristes. Je crois qu'ils seraient partis commettre leur atrocité et partir. Mais là, c'est une boutique qui a été visée. Donc ça veut dire qu'il y a des intérêts qui sont en jeu. On voulait forcément subtiliser quelque chose dans cette boutique. C'est donc une grande criminalité comme celle peut-être à laquelle nous avons assisté la dernière fois du côté de l'abbé où l'imam a payé. C'est quand même assez de problèmes, et nous l'avions dit à l'époque que les services de sécurité de notre pays, avec les départements qui les coiffent, devraient mettre des mécanismes en place, même à caractère dissuasif, pour montrer quand même la présence de l'État à certains endroits. Parce que si ce n'est pas fait, on va toujours donner l'impression qu'il y a des zones de non-droit ou des zones où les gens peuvent se permettre de tout. Et ça, ce n'est pas acceptable pour les gens qui ont un peu d'argent. Et dans ces zones, c'est pas nouveau, hein, ce type de violence, où parfois, je crois que on se souvient de Mandiana ou de Koussa, on est allé sortir carrément quelqu'un de gendarmerie. Là c'est différent, Tamba. Là c'est le banditisme. Je parle de violence. C'est différent. Je parle bien de violence, Antoine. La violence dans cette zone, c'est quelque chose. La distinction, d'accord, mais c'est une violence. De ce type, c'est rare en Haute-Guinée. Tu fais l'amalgame. Je parle de violence en général. Vas-y, parce que c'est la caractéristique même des zones comme des zones diamantifères, des zones où il y a de l'extraction du pétrole. Roby, ce qu'on va faire, nous avons le préfet de Siguiri en ligne, le colonel Fodé Souma. Bonjour, colonel. Bonjour. Merci donc de vous prêter à nos questions ce matin. Djiba Milimouno pour la première question. Alors, monsieur le préfet, l'insécurité bat son plein dans votre juridiction et nous apprenons que des présumés bandits ont attaqué un magasin d'orpailleurs et
il y aurait eu un cas de mort, un policier notamment. Décrivez-nous un peu ce qui s'est passé. Je commence d'abord par vous remercier. Allez-y. Je commence d'abord par vous remercier très sincèrement pour avoir me donné l'opportunité de m'exprimer sur ce sujet. Mais permettez-moi d'abord de remonter un peu sur la chronologie du temps. Vous le savez plus que moi, depuis l'avènement du CNRD au pouvoir, la lutte contre l'insécurité occupe la place très capitale dans la préoccupation du CNRD. Et dans cette logique, mon arrivée à Sigiri, que j'ai retroussé les manches avec toutes les forces de défense et de sécurité pour lutter contre l'insécurité. Alors, nous avons organisé des patrouilles diurnes et nocturnes dans toute la ville de Sigiri. Et hier mardi à 15h, un groupe de bandits a fait éruption sur un compas des orpailleurs. Donc, lors d'une partie de la patrouille organisée à Sigiri, que l'équipe de la police qui était du jour est venue tomber sur les bandits. Aussitôt, d'après le commissaire central qui était de jour, les bandits ont réagi le premier sur le véhicule de la police. Alors, les policiers ont répondu. Il y a eu des échanges de tirs dans lesquels 2 policiers ont été atteints. Malheureusement, un a succombé à sa blessure. L'autre a été évacué immédiatement sur place à travers mes efforts avec la mairie et avec nos amis de la SAG. On a pris le véhicule médicalisé pour l'évacuer. Les 2 bandits qui ont été interpellés ont été mis à la disposition de la brigade de recherche. Malheureusement, ils n'ont pas pu emporter l'argent des orpailleurs parce que nous avons eu des yeux rivés pour les activités criminelles à Tigri, ce qui nous a sauvés. Alors, les 2 bandits aussi qui ont été interpellés, et comme il y a eu des échanges de tirs entre eux, les 2 ont été mis à la disposition de la brigade de recherche. D'après les informations, un des bandits aussi a succombé à sa blessure. Donc, alors, vous dites qu'il y a eu échange de tirs, ce qui veut dire que les bandits, ils n'avaient pas d'armes à blaguer, c'est des armes véritables, des armes de guerre. Oui, ils détenaient des armes de guerre. Après, le commissaire central qui était de jour, parce que j'ai demandé, il m'a fait des comptes rendus, ils détenaient des armes de guerre. Alors, on n'avait pas pu connaître, ils étaient au nombre de combien, mais 2 quand même ont été traqués, on l'a mis à la disposition de la brigade de recherche. L'enquête est ouverte autour de cette affaire et les 2 qui sont déjà là-bas doivent être mis devant le procureur de la République près le tribunal première instance de Sigiri. Voilà, le colonel Souma, le colonel, j'allais dire Fodé Souma, est préfet de Sigiri. Il s'exprime justement sur le dernier cas de braquage qui a occasionné la mort d'un policier dans sa circonscription. Mafoudia Bangora, on poursuit avec vous. Alors la question, c'est par rapport à ces 2 personnes que vous avez déjà arrêtées. Est-ce que vous avez des éléments de réponse? Est-ce qu'il s'agit des jeunes qui sont dans la localité? Est-ce qu'ils viennent d'ailleurs? Qu'est-ce que vous savez de leur identité et surtout de comment est-ce qu'ils sont impliqués dans ce genre de trafic? Voilà, je crois que comme une enquête est ouverte autour de cette affaire, c'est l'enquête qui va prouver ça dans les jours à venir. On a confié ça à la brigade de recherche. Ils sont techniquement bien formés pour ça et ils seront bien placés pour vous répondre. Je crois que l'enquête est confiée à eux. En fonction de l'enquête, on saura est-ce que la préoccupation que vous avez maintenant, madame, sera satisfaite après l'enquête. Parfait. Roby. Vous avez parlé d'échanges de tirs. Est-ce que ces échanges de tirs qui ont conduit seulement au décès de ce policier, parce que les images que nous avons reçues, nous avons vu un homme quasiment déchiqueté, poignardé à plusieurs reprises, je crois, au niveau de l'épaule et balafré complètement au niveau de la joue, des images horribles, insoutenables. Qu'est-ce qui a conduit à la mort de ce policier? Qu'est-ce qui a contribué à ces circonstances de mort-là? Vous voulez parler de quoi? La mort du policier, vous voulez parler? Oui. Oui, vous savez, comme je vous ai dit, nous avons organisé ici des patrouilles nocturnes. Je vous ai dit que c'est lors d'une partie de cette patrouille-là, lorsqu'ils ont trouvé les mauvaises personnes comme les bandits qui sont en train d'opérer sur des paisibles citoyens et notre mission régalienne
est de garantir la sécurité publique, protéger les citoyens et leurs biens. C'est ce qui a valu leur réaction pour traquer les bandits. Les bandits ont réagi sur le premier sur eux, d'après le commissaire central qui était de jour. Alors, les policiers aussi, dans cette réponse, alors les deux policiers ont pris la balle. Malheureusement, le premier a succombé à sa blessure. Comme je vous ai dit, le deuxième est déjà à Bamako maintenant. Il a été évacué hier à travers nos efforts. Toutes les autorités, notamment communales et préfectorales, nous avons fédéré les efforts et le jeune est actuellement à Bamako. Il a reçu les premiers soins. Alors, le premier a été décédé malheureusement. Donc, le policier de Sigiri a donc été finalement évacué et c'est sur Bamako. Antoine Kourma, on continue avec vous. Oui, monsieur le préfet, si les bandits ont fait cette opération la journée, c'est parce qu'ils... Malheureusement, la ligne n'est pas fiable là. Ça crache. Élève la voix, s'il te plaît. Entendre vos questions, là. Oui, c'est une question. Écoutez, ça va aller. Allez-y, oui, Antoine. Je disais que si les bandits ont osé attaquer une boutique en plein jour, c'est parce que certainement ils savent qu'il n'y a pas de sécurité à Sigiri. Dites-nous ce matin, est-ce que vous avez tous les moyens à votre disposition pour maintenir la sécurité à Sigiri? À ce jour, de combien d'argent disposez-vous pour le maintien de l'ordre de ce côté? J'ai du mal à entendre la question là parce que ça crache. D'accord, je vais vous la répéter. Je vais vous la répéter, monsieur le préfet. Antoine s'interroge ce matin. Des bandits qui attaquent en plein midi, c'est parce que ils pensent qu'ils peuvent le faire. Il n'y a pas de contraintes qui puissent les amener à se dissuader. Il pose donc la question, est-ce que vous avez les moyens aujourd'hui de lutter contre le phénomène insécuritaire là-bas à Sigiri? Bien sûr, nous avons les moyens nécessaires. Le CNRD, je vous ai dit déjà que la lutte contre l'insécurité occupe une grande place dans ses préoccupations. Nous avons les moyens nécessaires. C'est pourquoi les patrouilles sont organisées nuit au jour. Je vous ai parlé du... Monsieur le préfet, nous sommes sur le terrain. Monsieur le préfet. Nous avons les yeux rivés sur les citoyens afin que nous puissions combattre contre l'insécurité comme il a été toujours recommandé. Oui, par, monsieur le préfet, si vous écoutez les questions, quand vous dites que vous avez tous les moyens à votre disposition, ce qui veut dire que même... En fait, j'ai l'impression que vous faites dans la langue de bois ce matin. Dans toute la Guinée, je ne crois pas que même à Conakry connaît tous les moyens à la disposition de la police pour le maintien de l'ordre. Vous dites que vous les avez. Dites-nous concrètement de quoi disposez-vous aujourd'hui. Il y a combien de véhicules à votre disposition? Combien d'argent? Et ensuite, les moyens en termes d'armes et autres, qu'est-ce que vous avez concrètement? Franchement, ça crache là, je n'arrive pas à bien cerner. Je ne peux pas répondre à une question. Monsieur le préfet. Allez-y, Guiba, mais il faudra élever les voix, les gars. Alors, pardon. monsieur le préfet, en plein 14h quand même, hein, c'est la journée, puisque vous dites qu'il y a des patrouilles nocturnes et diurnes. Comment se fait-il malgré... Ce qu'on va faire, Mo, je pense il faudra couper, on va le rappeler. Monsieur le préfet, restez avec nous, on va vous rappeler dans un instant pour poursuivre cet échange. Mafoudi avec vous. Alors c'est vrai qu'il serait important qu'on l'ait de nouveau pour qu'il nous donne des éléments d'information par rapport à toutes ces questions. Sigiri, c'est quand même une zone aurifère qui rencontre aujourd'hui beaucoup de difficultés. On parle aujourd'hui d'insécurité, mais le drame qui se passe aussi, c'est d'ordre social. C'est vrai que ce sont des autorités qu'on n'a pas souvent à l'antenne, et lorsqu'on les a, c'est très important de savoir ce qui est fait, parce que dans ces zones aujourd'hui, beaucoup sont portés sur l'exploitation, sur la recherche de l'or. Toutes les autres activités semble avoir moins d'importance. Vous avez des jeunes aujourd'hui qui ne veulent rien faire d'autre si ce n'est cela. Vous avez des enfants aujourd'hui qui ne peuvent plus aller à l'école. Même les parents, il y a beaucoup de problèmes dans cette localité. Ce serait bien qu'ils puissent nous apporter des réponses. Effectivement, une vue à 360 degrés ce matin avec MAF. On va le faire. Le préfet Bon, il est reparti. Bon, finalement, Obi... Je disais tout à l'heure, là, à l'entame de mon intervention, que généralement, ce sont des zones assujetties à la violence. Ce n'est pas propre aux zones aurifères. Si vous regardez bien, il y a beaucoup de documentaires qui circulent, ou des zones d'extraction de pétrole, par exemple, au Niger. Partout, il y a il y a du minerai, il y a du banditisme qui se développe, parce que vous avez deux antagonistes. Vous avez
ceux qui font l'exploitation légale, ceux qui font l'exploitation illégale, et à cela s'ajoutent ceux qui ne font rien et qui veulent se servir de la richesse des autres en allant exercer la violence ou du banditisme. Et donc, généralement, ce sont des zones où la sécurité doit être renforcée, la sécurité doit être maximalisée, parce que vous avez à Sigiri, par exemple, banalement, un jeune de 18 ans peut tomber sur une grande quantité d'or, il le vend, il se retrouve avec de l'argent. Et donc, il y a beaucoup d'argent qui circule, dans ces zones. Il est très facile de s'acheter des armes, parce que tout simplement, ce sont des zones généralement difficilement contrôlables. Et donc, pour moi, ce qu'il faut dire, c'est que quand le préfet dit, je suis d'accord avec Antoine, quand il dit qu'il a tous les moyens pour assurer la sécurité à Sigiri, c'est pas vrai, c'est de la propagande. Et je pense qu'il faut... c'était l'occasion d'ailleurs pour lui, au lieu d'avoir le... Comprenez-le. Non, c'est ce que je dis. C'est des questions sécuritaires. Non, je ne suis pas en train... Prenez Sigiri comme une zone... Antoine, une zone stratégique. Jacques permet, ce n'est pas... Roby, je te laisse la parole tout à l'heure. Antoine, tu as chassé notre invité. Là, ça ne crache plus, il coupe. Tout simplement. Justement. La question, elle est certes... Oui, c'est le réseau. Elle est certes importante pour l'opinion. Pour vous, moi, nous avons besoin de comprendre est-ce qu'on peut se rassurer avec le dispositif sécuritaire. Ça, c'est pas vrai. Mais je pense que le préfet de Sigiri ne peut pas répondre à cette question comme nous voulons. Moi, je pense que c'est une zone stratégique. Il ne peut que dire ce qu'il a dit là. Et après, peut-être derrière nous, on peut mettre de l'accent là-dessus pour que les autorités, je crois, elles ne sont pas inconscientes. Elles savent la position de Sigiri pour qu'elles puissent prendre, n'est-ce pas, des dispositions pour renforcer la sécurité de ce côté. C'est pas un crime administratif que de dire aujourd'hui que l'État... Non, permets-moi que l'État... Oui, mais justement, enfin, je ne suis pas en train de dire qu'il n'est pas militaire. Facile que ça. MAF, ce n'est pas une question de facilité ou pas, c'est une question de responsabilité. C'était une occasion pour lui de faire un plaidoyer. Il y a toujours une manière... C'est ce qu'il a commencé par faire. Non, permets-moi. Il n'a pas fait de plaidoyer. Il a dit qu'il a les moyens. Il dit ce qui est en train d'être fait avec l'arrivée du CNRD. Non, c'est pas de ça que je parle. Je sais pas si tu l'as bien suivi. Il dit qu'il a les moyens. Non, permettez-moi de... Écoutez, les gars, vous aurez votre temps. Il dit qu'il a les moyens de lutter contre l'insécurité à Sigiri. Il a pleinement dit, on l'a écouté. Il n'a pas dit autrement, il a dit exactement textuellement comme je suis en train de le dire. Pour moi, c'était l'occasion pour lui de faire un plaidoyer. Il y a toujours une forme de le dire. Je ne lui ai pas dit de me dire, de dénombrer le nombre d'armes ou d'agents qu'il a. Non, mais il faut quand même relever qu'il y a de l'insuffisance au niveau des agents, il y a de l'insuffisance au niveau de l'appareil sécuritaire à Sigiri. Allez-y sur le terrain pour comprendre. Ce cas est un cas qui a été médiatisé, mais je vais vous dire, dans les zones aurifères même, il s'y passe beaucoup de crimes. Il y a des gens qui s'entretuent là-bas pour un diamant, pour de l'or, etc., pour de l'or volé par-ci par-là. C'est une criminalité. Il y a des coupeurs de route qui s'installent entre les zones aurifères et Sigiri, qui font beaucoup de mal à ces gens qui extraient l'or et qui le remontent en ville. Les seules zones qui sont sécurisées, c'est là où il y a de l'extraction industrielle, je ne sais pas si vous comprenez, où il y a les sociétés minières qui existent légalement. Eux, ils prennent les précautions pour sécuriser leur zone et leur base vie. Mais à part ça, l'orpaillage artificiel, il y a beaucoup de crimes là-bas. Ça, c'est connu de tous. Beaucoup de crimes. Une situation, je pense que Guiba Maf avait déjà ouvert la réflexion avant que l'on perde le préfet. Au-delà de cette question sécuritaire, il y a des questions environnementales, des questions d'éducation, des questions de santé. Tout en lot, c'est finalement une problématique entière liée à l'exploitation anarchique parfois de l'or à Sigiri. Il y a d'autres problèmes qui viennent se greffer à cette situation. C'est un facteur. C'est vrai que beaucoup disent que c'est un melting pot Sigiri avec cette différente nationalité à foison dans la zone. Mais au-delà de ça, il y a des facteurs. D'ailleurs, c'est une question qu'on doit étendre sur la Haute-Guinée. Vous vous souvenez aujourd'hui, quand vous demandez à certains policiers pourquoi vous n'aimez pas être affecté dans cette zone, ils vous disent tout de suite c'est parce que la justice privée a pris le dessus sur la justice classique, parce que quand vous arrêtez des malfrats ou des bandits à grand chemin, les gens viennent casser les prisons. Oui, parce qu'ils ont parfois des accointances aussi avec les pouvoirs en place. Voilà, ils ont l'argent, et d'autres aussi viennent casser les prisons, on lynche ceux qui sont mis en détention. Mais ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est une question de développement. Il faut mettre en avant, puisque c'est la ruée vers l'or, surtout Sigiri. Sigiri, malgré cette richesse-là, vous avez deux visages. Vous avez des zones qui manquent de tout, qui sont devenues aujourd'hui des bidonvilles. Il n'y a pas l'impact de cette, production artisanale de l'or sur ces localités. Et tous les préfets qui se sont succédés ont assisté à de telles situations. On a connu l'ancien préfet Ibrahim Khalil Keïta,
qui aussi faisaient face souvent à des problèmes d'insécurité ou de conflits communautaires ou des conflits de lopin entre citoyens. Parfois dans des villages, Tintinia, on en a et autres. souvent, donc c'est une zone, souvent parlé. Voilà, c'est des zones parfois conflictogènes, mais jusque-là, il n'y a pas eu de réflexion profonde. On est rentré dans la gestion spectaculaire des crises, où surtout dès qu'il y a un problème, on fait des réunions avec des sages, on fait des rapports et on se limite là. Vous vous souvenez, il y avait eu, je crois même, des journées de réflexion de ce côté sur cette question. Des recommandations avaient été faites, aussi des implications. Les jeunes ont demandé surtout de l'emploi, ils ont demandé à être intégrés dans les sociétés qui viennent opérer sur leur terrain, puisque même dans le code minier de la Guinée, on dit que les ressources du sol et du sous-sol appartiennent aux communautés de cette zone-là. Donc ça veut dire que nous tous, normalement, on doit trouver notre compte. Donc il faut qu'on implique davantage les jeunes dans les plans de développement, dans les plans de développement locaux, mais également les problèmes de financement, il faut qu'on prenne en compte leurs aspirations. Sinon, on est en train de créer un terreau fertile au banditisme. Ce qui s'est passé, ce sont des conséquences. Je pense que ce qui est en train de se faire, c'est moins le refus d'avoir les communautés à l'intérieur de l'exploitation minière, mais c'est plutôt c'est du laisser-faire. C'est un no man's land où chacun fait ce qu'il veut. C'est par là que j'ai commencé. Finalement. C'est par là que j'ai commencé. J'ai dit c'est un espace de rencontre où même ceux qui sont vers la Basse-Côte, la Moyenne-Guinée, la forêt, chacun s'invite. Donc c'est devenu un monde, un espace de rencontre où des couples, on a vu un magazine sur Espace TV où des gens sont venus faire connaissance ici, des mariages sur place, et puis donc, vous voyez, quand vous avez affaire à de telles zones, il faut vraiment une étude, il faut que l'État cherche à casser un peu cet élan-là, parce que ça va être un terreau fertile au banditisme, c'est ce qui devient. Maintenant le préfet, moi quand même, il y a des questions, je ne pourrais pas le poser au préfet, mais il y a un commandant dans cette zone. Qu'est-ce que lui il fait aujourd'hui? Parce qu'il a dit qu'il y a des patrouilles diurnes et nocturnes. Mais imaginez-vous, à 14h, qu'on puisse quand même braquer un magasin de cambistes. Ça veut dire que cette patrouille qui est mise en place, il y a un dysfonctionnement. Donc je crois aujourd'hui, oui, il y a un dysfonctionnement. C'est ce qui m'a fait rire avec cette question, parce que il faut savoir que toutes les autres agglomérations en dehors de Conakry sont moins dotées en termes d'équipement, mais en termes de personnel, notamment de sécurité. C'est pas une raison. Non, mais je vais vous dire, si on n'a pas pu sécuriser Conakry, on va sécuriser quoi? Que le ratio de ce côté, d'autant plus que la priorité depuis toujours c'est Conakry. Voilà, le ratio de ce côté il est très faible. Les gens n'aiment pas aller à l'intérieur, surtout dans des zones où on vous dit que la justice privée a pris le dessus, c'est le lynchage à ciel ouvert, des personnes qui sont prises comme ça. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait pas que Sigiri, il ne faut pas circonscrire le débat à Sigiri, partout aujourd'hui à l'exploitation, même à Dingira et ainsi de suite. Et tout récemment à Gawal, Kousitel, on a vu ce qui se passe. Il faut qu'on soit dans l'anticipation et que lorsqu'on découvre cela, au-delà du fait qu'il faut que les communautés s'organisent, mais il faut que l'État aussi soit là. L'État a un rôle parfois de contrôle, de médiation, mais aussi d'anticipation pour éviter de tels scénarios. On va terminer sur ce sujet avec vous, Antoine Kourouma, avant d'aborder celui encore retour vers Cancan, quoi, avec une autre situation de société plutôt grave. Oui, Guiba évoque une chose importante, c'est l'arrivée massive de personnes de diverses nationalités et de à la recherche d'or. Nous, on y a fait des magazines. À l'époque, on a fait Tatakourou, où on a vu par exemple des maisons de fortune construites par des expatriés, par des étrangers venant du Burkina, du Libéria, de la Côte d'Ivoire, du Mali. Ils viennent s'établir là. Il y a même des contrats passés avec des femmes parfois qui font des enfants et qui les laissent là pour partir. C'est-à-dire, il n'y a pas de mariage. Des femmes viennent là pour faire des enfants avec des orpailleurs. Les enfants de l'or. Ensuite, on les laisse là, on repart. C'est une autre vie qui se passe dans les zones, dans ces zones minières-là. Quand vous y allez, si vous voyez les images ou la réalité du milieu, vous n'en reviendrez pas. D'abord, les trous qui sont ouverts partout, mais surtout la vie que mènent ces exploitants d'or. Quand vous les voyez mener cette vie-là, vous ne croyez pas vos yeux, parce qu'il y a vraiment quelque chose d'assez incroyable qui se produit là. Mais qui sont ces personnes? Parce que en Haute-Guinée, plus précisément à Sigiri, l'insécurité ou le banditisme n'est pas récurrent. Il y a certes la violence parfois qui est récurrente, ça c'est le fait des citoyens eux-mêmes qui parfois défient les autorités en place parce qu'ils n'ont pas confiance ni en la justice ni en la sécurité. Mais
du banditisme, de l'insécurité, c'est parfois rare parce qu'il y a des citoyens qui s'érigent en agents de sécurité. À Séguiri, le constat que j'ai fait, quel Donzo? Les gens ont souvent peur de la réaction des chasseurs. Justement, de ce côté, la sanction qu'on inflige aux bandits, lorsque vous les voyez, les bandits ne s'aventurent pas à brigander. Parce que là-bas, la population se rend justice. Donc quand un bandit est pris, la main dans le sac, soit il sait ce qu'il attend. Il est incinéré, ou soit on lui inflige une sanction, mais terrible de ce côté. Ça fait que le banditisme est moins récurrent. Mais quand j'apprends qu'il y a eu banditisme en pleine journée, je me dis que la situation est en train de changer. Certainement, les bandits ont compris que la sécurité n'est plus comme avant, où les citoyens qui avant assuraient la sécurité à la place même de la police, parce que à la commune, j'ai vu qu'il y a des agents communaux, c'est ça. Ceux qui assurent le rôle de la sécurité police communale. J'ai vu qu'à Séguiri, ce sont des jeunes volontaires qui assurent la sécurité. L'État lui-même n'a pas envoyé assez de moyens pour assurer la sécurité de ce côté. Quand Diba dit par exemple qu'il y a des zones où l'impact de l'exploitation de l'or n'est pas visible, mais c'est dans tout Séguiri. À Séguiri Centre, vous ne voyez rien de palpable pour dire que l'orpaillage a son impact sur la ville. La ville est délaissée. Le goudron n'y existe pas. Les taxis motos de ce côté-là, mais c'est une discipline totale. Mais peut-être sur les dernières années d'Alpha Condé pour le goudron. Il n'y a pas grand chose. Parce qu'à un moment, il y avait des projets pour les voiries urbaines au moins. À Séguiri, c'est un gros village. C'est un gros village. Vous vous demandez... La pluie avait lavé le fond de terre. Vous vous demandez, mais où partent les recettes, où les fonds issus de cette exploitation de l'or? Une exploitation artisanale. Non, il y a aussi celle industrielle avec la SAG. Il y a la SAG là-bas. Justement, donc, je me dis, il serait temps que l'État s'implique davantage en termes de sécurité. C'est pourquoi je reviens sur ma question liée à la retraite gouvernementale à l'intérieur du pays. À quoi ça a servi? Parce qu'il faut qu'on nous rende compte de cela. Notre ministre de la Sécurité, finalement... Même le ministre de l'administration du territoire était en tournée il y a quelque temps dans ces localités-là. Le ministre de la Sécurité, depuis un certain temps, vous l'avez dit récemment, a décidé de bouder la presse, de ne plus prendre la parole, alors qu'avant il était un fan des médias et tout cela. Donc, je ne sais plus pourquoi. Non, pas de tous les médias, mais c'est vrai qu'il venait souvent chez nous. Oui. Ensuite, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Moi, je ne comprends pas. En pareil cas, comprends pas cette attitude. Ce n'est pas la seule ville qui est confrontée à cela. Même à Conakry, il y a des problèmes, mais rarement il prend la parole. Même le porte-parole du ministère de la Sécurité actuellement, il est devenu muet aussi. Donc, on ne sait plus ce qui se passe. A-t-on un ministère de la Sécurité dans ce pays? C'est une grosse question que je me pose, parce que notre ministre n'est plus le même. Hein? Notre ministre n'est plus... Le général Bachir Diallo décide de faire silence. Voilà, on va donc aller avec vous, Mohamed Mara. Ça va être Cancan, où on nous parle de ces enseignants justement qui seront pointés, indexés et même condamnés, épinglés j'allais dire pour cas de viol. Tu nous en parlais il y a encore quelques minutes. Oui, il y a donc cette affaire qui est en train de défrayer la chronique à Cancan. Il s'agit d'une étudiante dont je vais taire le nom, qui a environ 19 ans. Et qui aujourd'hui accuse 2 de ses enseignants dans le même département de l'avoir violée. Mais il faut préciser que les faits ne remontent pas à maintenant. Les faits remontent à l'année dernière. Alors, l'affaire a été portée devant les responsables du département, puis au décanat. Donc, tout le rectorat s'en est servi, s'en est saisi. Et les 2 enseignants ont été entendus. D'accord. Alors, qu'est-ce qui ressort de leurs auditions? Parce qu'il y a eu 2 conseils de discipline au niveau du département, mais aussi au niveau de l'université. C'est que ce qui semble établi, c'est que la jeune fille, avait une liaison avec un premier enseignant du nom de Alpha Condé. Pendant environ Alpha Condé. Pendant environ 2 mois, en tout cas une relation de courte durée. C'est différent du Foudoukoudouni dont parlait Antoine tantôt. Alors, ils se sont séparés. Mais apparemment l'enseignant n'a pas beaucoup aimé. D'accord. Donc, mais ensuite elle est sortie avec un second
Mohamed Lamine Kourouma, et ça durant maintenant le reste de l'année académique écoulée. Alors là également, elle a voulu arrêter la relation et les choses ont mal tourné. C'est ce second donc qui l'aurait arrosé d'injures, qui aurait même dit à ses aînés, à elle, qu'elle se comportait un peu n'importe comment. Excusez-moi, les mots sont un peu vulgaires. Et parlant de son comportement à la fac. Donc la fille, pour se défendre, a dit, bon, écoute, de toutes les manières, tu m'avais obligé, tu avais profité de moi, tout comme ton collègue, et puis la langue s'est déliée, et elle a raconté à ses parents ce qui s'est réellement passé. Donc après les auditions, on s'est rendu compte qu'en fait, c'est pas, les enseignants l'ont présentée comme une petite amie. Déjà, je vous dis qu'elle est très jeune. J'ai demandé à un des hauts cadres de l'université de me donner son âge. Il dit qu'elle doit avoir au maximum 19 ans. Donc elle est très jeune quand même. Donc il semble que psychologiquement, tu as été enseignant, tu sais ça, les enseignants aient profité de leur position justement pour lui demander des faveurs. Et dans les SMS présentés par la fille, donc le conseil de discipline, effectivement, il y a des menaces. Il y a des menaces graves du genre si tu me quittes, je mettrai tout en œuvre pour te faire recaler. Voilà. Du harcèlement voilà. En bonne et due forme. Du harcèlement après. Et du chantage. Du harcèlement, du chantage après déjà être sorti avec une fille du même département. Alors donc le problème, il y a deux problèmes qui se posent. Il y en a un premier qui est d'ordre pénal. Pour le moment, silence radio du côté de Kankan, apparemment le procureur a de la cire dans les oreilles. Sinon cette affaire-là est en train, tout le monde en parle, mais il n'y a pas de saisie, en tout cas de ce tribunal. La famille, en tout cas la fille n'a pas porté plainte, mais le procureur aussi ne s'est pas saisi de cette affaire. Alors, deux yeux, il y a quand même un problème administratif et d'ordre éthique qui s'oppose. On le dit souvent, les enseignants, eu égard à leur position par rapport aux étudiantes, n'ont pas le droit de faire la cour à leurs étudiantes. Pour un enseignant, il faut le dire. Pour un enseignant. Ton étudiante, ton élève, c'est du fruit interdit. C'est tabou. C'est interdit. C'est du fruit défendu. Alors, sous d'autres cieux, vous savez que les gens parfois vont jusqu'à interdire des relations de cette nature, même entre collègues, dans certains types d'entreprises. À plus forte raison dans les institutions d'enseignement. Quand c'est connu, il y a des poursuites quand même pour cela. Donc l'université, elle, a pris ses responsabilités. Donc le monsieur a été tout simplement suspendu et de toutes les activités de l'université de Kankan. D'accord. Il est interdit d'accès à l'université pendant 1 an, tout simplement. Et également, son nom est rayé, si tu veux, de tout tableau d'avancement pendant toute cette période. Mais il se pourrait que le ministère donc, de l'enseignement supérieur se saisisse du problème, en tout cas c'est ce qu'on m'a annoncé, pour peut-être frapper encore plus fort, parce que c'est quand même une entorse extrêmement grave à la déontologie, à l'éthique donc de la profession. Alors voilà un peu la situation qui est en train de défrayer la chronique à l'université de Kankan, mais je vois que les gens sont étonnés, parce que c'est pratiquement monnaie courante. C'est monnaie courante dans les universités. On a parlé, vous vous souvenez, à son fournisseur de NST pendant un long moment. C'est une pratique qui est connue, très répandue. Je veux dire note sexuellement transmissible. Parfois, les jeunes filles elles-mêmes approchent des enseignants, souvent jeunes. Il y a eu le système d'internat que nous on a connu, Foulaya par exemple, c'était connu. Il y avait ils n'étaient pas nombreux, mais il y avait quand même quelques enseignants qui quittaient Conakry et venaient en villégiature là-bas. Voilà, parce que quand ils venaient, ils se débrouillaient souvent pour que leur cours tombe un peu le week-end. Donc c'était vraiment, puisque les enseignants avaient leur logement à part, donc les étudiantes quittaient le campus pour aller servir de l'eau chaude de l'autre côté. Alors, beaucoup de gens peuvent être surpris par ce qui se dit là, mais les enseignants, surtout les jeunes qui arrivent, doivent savoir que cela ne se fait pas. Mais si l'on devait mener des enquêtes, croyez-moi, je pense que plus de la moitié des enseignants dans ces universités pourraient se retrouver dans la NAS. Ils pourraient se retrouver dans la NAS. Et là, absolument, Mafoudia Bangora, il se pose... Oui, c'est vous. Donc, il se pose un problème éthique clair dans la présentation de Mohamed Mara. Oui, ça se pose
carrément, et j'écoute. Après, j'ai beaucoup de difficultés à parler de cette actualité quand on sait que d'abord, les relations ont été normalisées aujourd'hui dans les écoles. Les profs sortent avec les élèves, les étudiants. Des fois, c'est le mariage qui est reconnu par nos lois. Après, quand on a quelqu'un qui a fait une première... Voilà, collège, j'ai pas de cas, mais je sais qu'au lycée, à l'université, il y a l'amour qui naît là, et puis ça aboutit à un mariage. Alors, pour ce cas-ci, c'est vrai qu'il y a effectivement des enseignants qui profitent de leur position pour, excusez-moi du terme, se taper les filles qu'ils veulent parce qu'ils ont de l'autorité. Ça s'appelle prime de craie. Voilà. Après, vous avez quand même certaines filles qui ont le courage de dire non, d'autres qui n'ont pas le courage, certaines qui résistent mais qui doivent payer et qui payent après. Il n'y a pas cette protection qui est mise en place pour les aider à sortir de cette situation. Des fois, au début, tu résistes. Il y a des écoles qui n'ont même pas de conseil de discipline parce que après, tu vas te plaindre où? Tu vas te plaindre où? Et des fois, tu te plains à la mauvaise personne. Et si la personne même a un partenaire, qu'est-ce qu'il va faire de ta situation? En fait, ce que je veux dire par là, c'est que c'est un réel problème. Pour ce cas-ci, il y a, comme on a écouté Mara, il y a déjà l'université qui s'est invitée avec cette sanction. Ce serait bien aussi de fouiller, de voir au-delà, mais c'est un problème de société majeur dont on parle peu, mais qui impacte beaucoup de gens, parce qu'il y a même des étudiants, ça peut aussi être des garçons, des petits garçons, ou bien des garçons aujourd'hui qui sont très beaux dans les universités. Par exemple, il y a une maîtresse qui se dit « c'est toi que je veux ». Il y a ceci aussi, on en parle moins, mais je veux dire que le cadre est tel que... le cadre est tel que si on ne fait rien, il y a des élèves, des étudiants qui sont obligés d'abandonner l'école parce qu'ils ne peuvent pas justement avoir raison sur les enseignants. C'est à l'État de les protéger à travers évidemment les directions, à travers la justice. Peut-être pour ce cas-ci, on verra on verra si la justice va s'inviter, attester du fait qu'il y a effectivement eu viol, parce qu'on parle aussi d'une relation. C'est arrivé dans quel contexte? Il va falloir fouiller tout ceci, mais comme je le disais, c'est un sujet assez complexe. Et vous voyez bien que Mohamed Bara fait cette allusion au texto, au message, où le monsieur semble dire, écoute, tu refuses, tes notes vont en pâtir, tu risques de reprendre l'année. Ça, c'est encore une fois monnaie courante, mais c'est quelque chose qui va risquer d'aggraver le simple fait d'avoir accepté, en tant qu'enseignant, d'être avec son étudiante. Oui, peut-être la complexité de la situation, parce que je ne sais pas si en milieu estudiantin il y a une note, même dans les règlements intérieurs, qui l'interdit formellement. Parce que déjà, c'est une question d'éthique. Je pense que les codes d'éthique interdisent ça. C'est pas possible. Parce qu'après, c'est quelqu'un de privilégié. Non. Par rapport aux autres étudiants, ça pose déjà un problème. C'est une question que j'évoque tout simplement. J'ai dit ici, il est établi clairement que c'est quelque chose qui est interdit dans les règlements de nos universités et instituts. Ça, déjà, c'est un premier problème. Et s'il est établi par la suite qu'il y a eu du harcèlement et même du viol, c'est bien de prendre des mesures disciplinaires, mais il faut aller beaucoup plus loin. Jusqu'à la poursuite judiciaire. Je pense que ça, c'est quelque chose de fondamental qu'il faut souligner dans cette situation. Je parlais de complexité du sujet parce qu'en même temps, on sait, voilà, le fait que ce soit des majeurs, qu'il y ait déjà une relation. Parfois même il y a des tentatives qui peuvent venir des filles, des provocations qui peuvent. C'est pas parfois. Non, ça peut arriver. Ça peut même pas arriver, c'est souvent. Ah bon, je sais pas. Souvent. Moi, je vais dire parfois. C'est souvent. Je vais dire parfois. Mais encore une fois, lorsque les étudiantes peuvent avoir ce type de démarche justement pour se faire aider. C'est pourquoi il faut faire en sorte qu'au niveau de nos milieux scolaires et estudiantins, qu'il y ait, n'est-ce pas, un mécanisme clair d'évaluation qui soit à l'abri de toute manipulation possible. Si on arrive à cela, c'est-à-dire même si vous vous cachez derrière votre copain qui est enseignant,
qu'il n'ait pas la possibilité de vous favoriser. Si on arrive à un mécanisme comme ça, je crois que les jeunes filles n'auront pas en tout cas ce choix de charmer, n'est-ce pas, un professeur, et un professeur n'aura plus la possibilité en tout cas de convaincre une fille, vous savez, à sortir avec lui, parce que tout simplement la fille est convaincue qu'il ne peut pas l'aider, tout simplement parce qu'il y a un mécanisme clair d'évaluation qui est maîtrisé par les autorités de l'établissement. Jacques, toi par exemple, tu es enseignant. Oui. Au supérieur. Oui. Ce serait quoi ton expérience dans ça? Est-ce qu'il t'est arrivé un de ces jours ce type de choses? Comment tu vis ça? Ça ne m'est jamais arrivé. Honnêtement, quand j'enseigne, je m'occupe de ce que je donne comme contenu et puis c'est tout. Djiba Milimouno nous dit que ça lui est arrivé. Oui, et il faut en convenir. Mais il y a quand même est une exception alors. Non, mais en tout cas, pour la plupart, il n'a pas cédé. Il n'a pas cédé, mais c'est arrivé. Est une chose, mais que c'est toujours arrivé. Vous parlez de tentatives dans ma direction. Oui, t'amadouer, te charmer. Mais vous parlez là, voilà, un homme marié quand même. Je sais. En plus, c'est facile. Attention à ne pas résumer à cela. On parle facilement, on dit souvent que les filles aiment charmer dans l'habillement, dans les façons de faire. Mais n'oubliez pas aussi que dans le lot des enseignants, il y a beaucoup qui sont déjà des gens qui sont accros aux femmes. Donc, qui trouvent là un terrain fertile pour se faire beaucoup de filles. Elles sont fragiles. Elles sont fragiles. Alors, de par leur position. Permettez les gars, on va donner ça. Il y a quand même des universités. Je veux qu'on termine. Je veux qu'on termine avec toi, mon cher Antoine. Mais vous voyez, là, c'est bien au-delà de l'habit. Aujourd'hui, les gens ont le droit de s'habiller comme ils veulent. Mais après, ce sont les pas que l'on prend pour aller vers l'autre, pour faire des propositions. C'est finalement cela, Djiba Milimouno, qui est en jeu ce matin. Disposé à recevoir. Oui, tout à fait. Moi, j'ai enseigné 2 ans à l'université Kofi, en radio. Je sais combien de fois c'est tentant parce que souvent vous êtes approché et tout. Maintenant, c'est à vous de... Il faut avoir de la responsabilité. C'est tentant parce que vous aimez les jolies femmes ou c'est tentant parce qu'elles sont... Attention. Non, mais sérieux. Des fois, c'est dans les yeux aussi. C'est pas que dans le... Djiba est un garçon sérieux. Non, c'est une façon... C'est juste pour... Et crois-moi, c'est pas parce qu'une femme est jolie qu'il va céder comme ça. C'est la drague. On parle de la ça. drague. Il y a aussi des... Le sujet est sérieux. C'est sérieux. J'ai un enseignant qui est aujourd'hui une personnalité de ce pays qui un jour... Mais il faut quand même savoir qu'il y a aussi des enseignants à femmes qui sont nombreux là-bas. Dans toutes les facultés, vous allez voir cet enseignant, vous posez des questions aux filles, elles vont vous dire, ah lui ici tu as un peu d'argent, ça va. Il y en a qui sortent même avec plusieurs filles à la fois d'une même promotion. Il envoie en session toutes les femmes. Ils sont capables de faire ça. Je connais un enseignant dans une université privée. Je ne peux pas vous donner d'indication, c'est un journaliste. Il a dû être obligé d'arrêter d'enseigner parce qu'il y a eu un scandale qui est parti de 2 filles qui se sont accrochées à cause de lui. Et dans les discussions, on s'est retrouvé avec 6 filles sur les bras. Bon. Le monsieur, ça fait des années, il a été obligé d'arrêter à l'issue de cela. C'était un gros scandale. C'est une réalité. Mais de l'autre côté, je pense que il faudrait que l'on durcisse quand même le temps. Vous savez, l'université de Symphonia, il y a 2 saisons, est quand même allé loin jusqu'à édicter un code vestimentaire. C'est une réalité. Qui avait été commenté largement. Justement, mais il faut quand même faire en sorte que, puisque vous avez, ça crée du déséquilibre en fait. Parce qu'il y a des étudiants méritants. Il y a des étudiantes méritantes, malheureusement, qui subissent le contre-coup. Je veux terminer par l'exemple de cet ancien ministre de budget, d'Alpha Condé. Moi, je me souviens, il y a une vingtaine d'années, qui a arrêté à l'époque, qui a claqué la porte à Gamal, parce qu'il s'était rendu compte que des gens avait falsifié les notes que lui avait données et on avait falsifié quelque part. Et là encore, c'était une histoire de jeunes filles et quelques responsables s'étaient donné le plaisir de changer des notes. Le monsieur a tout simplement, il a dit qu'il n'enseigne plus parce qu'il ne peut pas continuer, il ne peut pas lui se tuer au travail et d'autres falsifier les notes simplement pour faire plaisir à des jeunes filles. Alors, une minute. Oui, j'étais en train de dire que j'ai une personne qui m'a enseigné à l'université qui a connu la même histoire. Et lui, un jour, il est venu le matin, il a dit dans la classe directement, il dit, écoutez, je suis excédé, cessez de m'envoyer des textos la nuit, de m'appeler, je suis un homme marié, et vos appels réveillent mon bébé, donc il faut arrêter. Et donc à l'époque, j'avais pas compris un peu la situation, c'est quand je suis revenu dans la même université, dans la même salle pour enseigner,
Et donc, j'étais aussi victime de la même chose. Mais ce qu'il faut quand même faire, c'est de comprendre que si vous courbez les chines, c'est que vous créez quelque chose dans la classe. Parce que non seulement cette respectabilité, cette image absolument, vous perdez votre prestige d'un homme exemplaire, parce que vous êtes un exemple pour eux, vous perdez votre prestige et vous risquez de créer une tension dans la classe. Donc ça, c'est d'éviter en tant qu'enseignant, parce que ça peut irradier sur beaucoup de choses. Antoine, il faut être honnête, moi par exemple, ça m'est arrivé, clairement. Et j'ai dit en pleine salle à une de ces filles-là, je suis pas ton ami, je suis ton prof. Ici, tu me respectes. Et puis après, c'est parti comme ça, mon cher Antoine. On a été étudiant et je me souviens quand on était à Flomadina avec des jeunes filles avec lesquelles on était dans la même cité pratiquement. Pour la plupart venaient de l'intérieur du pays. Vous savez, la vie estudiantine est carrément différente de celle qu'on a ordinairement. Très souvent, les femmes, quand elles sont dans cette situation-là, leur cas est différent de celui des hommes. Les hommes peuvent se débrouiller par moments. Il y a de ces femmes qui ont parfois du mal à le faire. Et très souvent, ça fait que ça donne des facilités pour de telles pratiques. Aujourd'hui, on a rehaussé le niveau des bourses d'études ou des pécules. Ça a été rehaussé. Donc ça fait que peut-être ça va encourager à combattre certains phénomènes. Mais ce qu'il faut dire clairement, c'est que les conditions d'études parfois amènent à la débauche. Amènent parfois des femmes à faire des ouvertures parfois qui sont contre leur gré à l'école. C'est vrai. On parle là de Cancan. Cancan, c'est le Bekandiamana. Et pour qui connaît Cancan, quand des jeunes dames viennent d'ailleurs pour être étudiantes là, parfois c'est chaud. Les conditions d'études Tamba, ça c'est partout en Guinée. Même non. Allez à Afia, vous allez voir. Je parle de Cancan. Vous allez voir comment ils vivent. Non, à Cancan, là c'est la chaleur Tamba. Afia, c'est la fraîcheur. La fraîcheur souvent. Non. Voyez un peu, quand je parle de conditions d'études. Et tu sais, Antoine, les conditions d'études. Si tu me permets, tu sais, Antoine, la Bible dit que le jeune épouse la jeune fille pour combattre le froid. Voilà, on va se dire au revoir. Malheureusement, on n'est plus par le temps. Mon cher Antoine, d'accord, en une phrase, s'il te plaît. Juste cette anecdote. Une fois, on était assis devant le portail de la cité. L'une de nos amies, qui était aussi étudiante, venait dans la voiture avec. La cité de Sanfonia. La cité de galère là. Voilà, là on mangeait la bouillie là. Donc il y a l'une des filles qui venait dans la voiture. La nuit on était assis là, on est assis frustré. Elle vient avec son copain et puis le copain klaxonne pour qu'on aille ouvrir le portail. Et nous qui sommes, on était assis, il klaxonne une à deux fois, on ne se levait pas, on n'est pas allé ouvrir le portail. Elle dit mais les gars, ça va pas chez toi. Tu me laisses, tu vas d'autres gars, puis on va l'ouvrir le portail. Ça va pas dans ta tête. Antoine Kouma égale à lui-même. Merci. Maf qui voulait dire quelque chose, ce serait quoi? Je voulais dire que on doit s'intéresser à de tels sujets parce que ça impacte beaucoup de personnes. Ça passe sous silence, mais après, quand on prend les raisons pour lesquelles beaucoup ne finissent pas l'école, ça fait partie. Et il est inadmissible de savoir que ceux qui sont censés nous donner la connaissance deviennent des problèmes et que pour certaines raisons, nous-mêmes, quand je dis nous, c'est-à-dire les femmes même mettent en péril leur avenir. Il est important, c'est un problème de société et il faut que les autorités puissent s'y intéresser. On s'intéresse moins à de tels problèmes dans nos pays. Il faut quand même préciser que les notes sexuellement transmissibles conduisent au poste sexuellement transmissible. Si on s'est donné en fac, on va se donner au travail. Ceux qui en demandent aussi, ces profs-là, c'est le même mécanisme. Ils ne sont pas intransigeants sur les valeurs au niveau de la République. Et ça fait que de fil en aiguille, la Guinée se retrouve agenouillée. Changeons. Merci d'avoir été des nôtres. Demain, c'est un autre numéro que nous allons avoir tout aussi croustillant, tout aussi rempli. Merci de votre fidélité. Restez en compagnie de nos programmes, notamment sur Calac TV. Le procès s'y conduit. Vous pourrez l'y suivre du début à la fin. À demain.